Dans ce lycée où la manie des surnoms faisait rage, où Merlin était Cripure et Babineau Henri IV à cause de son bouc et d'un amour bavard pour ce roi farceur et sa poule au pot, où Monsieur le censeur Boursier était Podane et Nabucet la Dame Blanche, ou encore Trouves-tu, où Glâtre était Monsieur l'abbé, Moka jouissait du privilège de porter 2 surnoms, si bien que son nom véritable, celui qui devait figurer sur son état civil, était entièrement oublié. On l'appelait Moka, dit « Qu'est-ce que Dieu ?» Moka, c'était le nom de son chien, un fox maigrelet et larmoyant, qu'il traînait partout avec lui, digne émule de l'affreuse bossue, et dont Noël avait la garde pendant les heures de service du répétiteur. Quant à savoir pourquoi on l'avait baptisé « Qu'est-ce que Dieu ?» on ne répondait à la question qu'en se touchant le front d'une certaine manière. Ils s'avancèrent tous les deux, Moka en gesticulant, et l'autre au contraire très calme, les mains derrière le dos, pensif. Dans la petite personne ronde et grasse de Glâtre, il y avait quelque chose qui semblait justifier son surnom, une odeur du séminaire où, disait-on, il avait passé sa jeunesse. Défroqué ou non, il portait un habit noir, un col raide, de gros souliers et un chapeau melon. Mais plus que d'un défroqué, il avait l'air d'un vieux garçon, pauvre mais propre. Quant à Moka, maigre et long, il dépassait Glâtre de toute la tête. Il était lui aussi déjà en grande tenue, en prévision de la fête, et magnifique dans son smoking. Un beau smoking fait sur mesure pour aller au mariage d'un autre, et qui sentait la naphtaline à plein nez, ce qui fit faire une grimace à Cripure. Moka portait un plastron immaculé, neigeux, et comme un vrai garçon d'honneur, une rose blanche à sa boutonnière. Quand il ôta son chapeau pour saluer ces messieurs, une superbe crête rousse apparut, flamba à son front laiteux comme un jet de gaz. Il s'inclina plus particulièrement devant Cripure, son bon maître, et la crête rousse tressaillit comme la houppe d'un clown qui s'apprête à sauter en piste, se répandit sur le front, cacha les yeux, des yeux trop bleus, des yeux de fille. « Nous avons un projet !» dit-il en se redressant. Sa voix était curieusement fluette. « Oui, un projet !» Sans doute devait-il s'agir d'un projet fort important, car les yeux de Moka brillaient de malice. « Ah, dit Babineau. Voyons un peu. » Il était méfiant et jovial. Moka se tourna vers Glâtre comme pour une dernière interrogation, mais Glâtre haussa les épaules. « Nous avons pensé ?» dit Moka. « Comment ?» interrompit vivement Glâtre. « Comment ça, nous ? Le projet, toi, mon cerf. Prends donc la responsabilité de tes actes. » « Ah, bien. » Et tout en faisant craquer les jointures de ses doigts, Moka exposa. « J'ai donc pensé à organiser une sorte de petit musée, voyez-vous, où seraient exposées des images, des choses du front, hein ?» « Genre douille d'obus, casque boche, » précisa Glâtre. « On ferait ça au parloir, » dit Moka. « Un Saint-Perlipopette !» s'écria Babineau en saisissant le bras de Moka qu'il secoua avec une affectueuse brusquerie. « C'est une très belle idée, savez-vous. Pout ! Je vous crois. Je dois dire que j'y avais un peu pensé anciennement. Je ne me souviens plus au juste, » fit-il en se grattant la tête. « Comment il se fit que ce projet n'eut pas de suite? Il est vrai, nous avons tellement de choses en tête. Mais précisément comme vous, j'avais pensé au parloir, voyez-vous. » Moka était ravi. « Comme ça se trouve, » dit-il. Babineau grimaça soudain. « Aïe, aïe, aïe !»« Quoi? Qu'y a-t-il ?»« Ah, comme c'est dommage. » »« Mais quoi, cher monsieur Babineau ?» dit Moka. Il croyait déjà tout perdu et le projet dans l'eau. « Le guignon, mon cher !» répondit Babineau. « Il aurait fallu pouvoir parler de ça dès aujourd'hui au général, comprenez-vous. Ah, quel contretemps. Vous savez qu'il est malade, n'est-ce pas? Nous ne l'aurons pas, hélas, cet après-midi. Tss, tss, tss. » Il se fourra le petit doigt dans l'oreille et ferma un œil. Sa main s'agita frénétiquement. « Tant pis, » dit-il. « Ce sera pour une autre fois. Nous en parlerons d'abord à Nabucet. »« Voilà. C'est l'homme qu'il vous faut pour cela, » dit M. Robillard. « Précisément, tout à fait indiqué. Le général viendra, il fera une petite inauguration. Ça sera parfait.
Oh, savez-vous à quoi je pense ?» Il s'était arrêté et faisait cercle autour de lui, Cripure baissant la tête, les mains profondément enfoncées dans les poches de la peau de bique. « Ce que vous voulez, n'est-ce pas ?» interrogea Babineau. « C'est en somme recréer ici l'atmosphère du front, mettre sous les yeux de nos jeunes gens des images de là-bas. Oui, bien, c'est parfait. Mais savez-vous ce que je demanderais, moi, au général? Devinez. » Personne ne répondit. « Devinez pas. »« Non. » « Voyons, en dehors de ce musée, dit-il en joignant les mains qu'il tapota l'une dans l'autre. En complément à ce musée, vous ne voyez rien. » Ils cherchaient tous, et même Cripure. « Regardez cette cour, dit Babineau. Ne vous semble-t-elle pas étrangement vide ?» Les élèves en effet s'étaient rangés sous les galeries, devant les portes des classes. L'heure allait sonner de la reprise. « Un vrai désert, » continua Babineau. « Eh bien, savez-vous ce que je demanderai au général ?» Un temps, et Babineau leva le doigt. « C'est un petit canon, » dit-il. « Personne n'y avait pensé. Un beau petit 77 pris à l'ennemi. Voilà ce que je demanderai au général. » Et il s'éloigna en riant et en criant à Moka. « Pensez au canon, mon cher. » Certes, Cripure aimait son pays, et cet amour de la patrie était peut-être en lui la chose la moins falsifiée. Mais enfin, cet amour de la patrie, il ne fallait pas le confondre, comme le faisait Babineau, avec l'amour des militaires, ou comme tant d'autres, avec l'amour de la mort. Il ne fallait pas surtout le confondre avec un plat acquiescement au conformisme des autres. Mais les choses étaient telles pour Cripure que même ici, il devait se cacher. Cet amour de la patrie, en lui profond, il ne pouvait pas plus l'avouer que le reste, car il n'était pas d'accord avec eux sur la façon d'aimer son pays. Et dans une époque où il n'avait que cet amour-là aux lèvres, où du matin au soir il n'était question que de la France, Cripure seul ne pouvait pas parler de la France, et il en souffrait, rejeté ici comme ailleurs, à sa solitude ou à sa comédie. Car il fallait bien faire semblant d'aimer la France à leur manière, il y aurait eu trop de danger à ne pas le faire. Et même, ceci était un souvenir plus que pénible, il avait forcé la note une fois. Il s'était montré une fois plus chauvin que tous réunis. Personne ne l'avait contraint à dire ce qu'il avait dit l'année dernière dans ce discours de distribution des prix. Il aurait fort bien pu se borner aux banalités nécessaires, rester dans les généralités pédagogiques, blagologiques, comme il disait, au lieu de se lancer comme il l'avait fait dans une apologie aussi grossière des héros. Il ne lui en demandait pas tant. Alors pourquoi s'était-il donné le mal de composer un discours non indigne d'un bas politicien et de parler pendant 1 heure d'horloge des monuments qu'on élèverait plus tard à la gloire impérissable des poilus? Pourquoi leur avoir donné ces gages? Encore une fois, il aurait pu s'en dispenser. Personne n'attendait de lui autre chose que de ne pas s'opposer. Mais lui, loin de s'opposer à quoi que ce soit, loin de faire le procès de cette guerre, il en avait fait au contraire l'apologie, la montrant comme une source grandiose et terrible d'héroïsme, et même de beauté, et s'efforçant d'en tirer des enseignements. Ce discours avait créé une petite sensation, mais pas tout à fait dans le sens qu'il pouvait prévoir ou espérer. On lui avait su assez peu gré de ce discours, précisément parce qu'il avait été trop forcé. Aux uns, il avait semblé naturel que Cripure prît sa place dans le rang et pratiquât la politique de l'union sacrée, il n'y avait pas vu autre chose. Mais d'autres, tels que Nabucet, avaient parfaitement compris le sens insidieux de cette flatterie, et comme d'un valet qui se permet d'exagérer l'éloge de son maître, il lui avait tourné le dos, si bien que le pauvre Cripure était resté sec, encore une fois, malgré toutes ses avances. Du mal pour rien. Allons enseigner la morale.